Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de notre vidéo consacrée aux fonctions en Arduino et vraiment j'insiste, on se concentre sur Arduino, vraiment il y aurait plus à dire sur les fonctions en général, notamment en C++, mais là on reste focus sur l'Arduino, vraiment. Alors oui, c'est toujours une équation un peu difficile à équilibrer ces vidéos, il faut que je vous en montre le maximum, tout en restant simple, tout en étant complet quand même, tout en n'étant pas trop long. Voilà, je me plains pas du tout, c'est un plaisir de partager ça avec vous. Alors, contrairement à ce que j'ai dit dans la vidéo précédente, en fait, on va faire 3 parties à cette vidéo, enfin ces vidéos maintenant. Donc, dans cette partie-là, maintenant, tout de suite, on va voir comment, concrètement, dans le simulateur, comment on crée des fonctions, comment on les utilise sur des petits exemples faciles. Et puis, dans la troisième partie, on va essayer de tirer parti de tout ça, justement. On va essayer de mettre ça en œuvre dans une application concrète, quelque chose que vous pourriez faire sur une vraie carte Arduino. Allez, trêve de bavardage, rendez-vous tout de suite sur le simulateur. Voilà, donc tout simplement, j'ai créé une nouvelle simulation. Donc on a tout enlevé, on a juste placé une carte Arduino. Et puis dans l'éditeur de code, on a un petit peu fait le ménage. On a juste rajouté ces 2 lignes ici. N'hésitez pas à faire pause pour copier ce que je viens de faire à l'écran. Alors, petite note, petite information, des viewers m'ont fait part de difficultés à faire tourner le simulateur sous Firefox. Alors moi, depuis le début, je vous montre le simulateur sous Firefox. Je crois que j'avais eu des problèmes sous Chrome, donc c'est pour ça que j'étais passé sous Firefox. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, j'ai pas de contact avec les gens de 1, 2, 3 des circuits. Mon seul conseil, essayez différents navigateurs jusqu'à ce qu'il y en ait un qui marche. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Allez, on y va. Donc première remarque, première constatation, c'est que setup et loop, on comprend maintenant ce que c'est. Ce sont tout simplement 2 fonctions qu'on reconnaît au mot-clé void ici, et puis aux parenthèses ici, et puis les 2 accolades ici qui définissent en fait les blocs d'instruction, de définition des 2 fonctions setup et loop. Alors ce sont 2 fonctions système absolument indispensable au fonctionnement du microcontrôleur de la carte Arduino. Je le rappelle, setup qui est appelé une seule fois lorsqu'on alimente la carte Arduino. Et puis dès qu'on a fini setup, on bascule automatiquement dans loop qui est répété indéfiniment. Voilà. Donc allons-y, on va pouvoir créer nos premières fonctions. Donc on va, chose importante, on ne peut pas définir 2 fonctions dans une autre fonction. Il faut absolument être en dehors. Ici, par exemple, mais pas là et pas là. Et puis, quand vous définissez une fonction, il faut lui choisir un nom. Alors, essayez de prendre un nom logique, un nom parlant. Alors, ici, je fais exprès de laisser des espaces blancs. Vous n'écrivez pas ça, bien sûr, pour l'instant, en tout cas. Essayez de mettre quelque chose de parlant, quitte à faire un nom de fonction un petit peu long. Ce n'est pas un problème. Alors d'abord, il faut faire ça pour vous, parce que on pourrait très bien se dire, pour gagner de la place, je vais juste prendre la première lettre de chacun des mots que j'ai choisis. Alors d'un point de vue programmation, ça marche tout à fait. Seulement, sauf, je vous mets au défi dans 3 mois, 4 mois, 6 mois, de savoir ce que ça voulait dire. Ensuite, si vous travaillez avec d'autres gens dans un projet, voilà, pareil aussi, il faut que tout le monde se mette d'accord pour mettre des noms de fonctions explicites. Si toutes les 5 minutes, vous devez demander à votre collègue, mais c'est quoi cette fonction, elle sert à quoi, ça ne va pas être très productif. Alors choisissez un nom parlant qui soit efficace et qui fasse gagner du temps à tout le monde. Donc pas ce genre d'abréviation. Alors il existe quand même, alors chacun fait comme il veut, en français, en anglais, mais il y a quand même des conventions de noms qui sont globalement utilisées. On ne va pas tout en parler, on ne va pas toutes les montrer. Voici 2 qui me semblent globalement assez utilisées. La première, c'est le camel case, donc la casse chameau. Tout simplement, ça consiste à, on va coller tous les mots
du nom de la fonction qu'on a choisi. Alors le premier mot est en minuscule et tous les autres sont en majuscule. Voilà, la casse chameau. Et la deuxième, eh bien, c'est le snake case, donc la casse serpent. Et là, tout aussi simple, on va coller les mots en ajoutant un underscore, donc un tiret du bas, un blanc souligné entre chaque mot. Alors le underscore, le tiret du bas, hein, qu'on trouve généralement donc sur la touche 8 des claviers français, il faut utiliser Algère, donc par rapport il y a tiret du 6 et là c'est tiret du 8. Alors les deux ont leur intérêt, hein. Tout de suite on voit que le snake case, moi à mon sens, est plus facile à lire puisque les mots sont bien détachés. L'inconvénient, eh bien, c'est qu'il faut taper ce tiret du bas, hein, qui au final prend de la place en mémoire lui aussi. Et puis, intérêt du camel case, c'est qu'il n'y a pas ce problème de tiret, mais peut-être c'est un petit peu moins facile à lire, hein. Donc, ce sont des suggestions, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, ici, personnellement, pour les vidéos, je vais utiliser le snake case. Je trouve que c'est plus lisible, en tout cas à la vidéo, et puis personnellement c'est quelque chose que j'utilise, mais vous faites absolument comme vous voulez. Donc hop, ça je vais mettre ça là, et puis on va commenter ceci. Donc ma fonction, ceci est une fonction. Alors l'accolade fermante, je vais la mettre là. L'accolade ouvrante, vous pouvez la mettre là ou n'importe où en fait, hein, ça n'a absolument aucune importance. Souvent dans les lignes, ils les mettent ici en fin de ligne, ça fait économiser une ligne. Bon, pourquoi pas, mais ça ne change rien au niveau programme. Alors, pour l'instant, on ne va pas faire des choses trop compliquées, on va se contenter d'afficher du texte, donc exécution de ceci. Ceci est une fonction. Top. Alors, oui, il faudrait que je respecte la convention que j'ai moi-même choisie. Toc, toc. Ici. Donc, ici, on a défini la fonction, notre fonction, ceci est une fonction. En Arduino, il n'y a pas besoin de les déclarer, hein, comme en C ou en C++. Il suffit juste de définir ce bloc et ça suffit. Maintenant, si je veux m'en servir, eh bien, je vais appeler cette fonction, donc après le serial begin. Donc tout simplement, eh bien, je vais copier le nom de ma fonction, le coller ici, et là, hop, point virgule. Donc ça correspond à l'appel de ma fonction. Et ici, donc c'était la définition de la fonction. Donc on va ouvrir le moniteur série et puis lancer la simulation. Toc. Voilà, donc vous voyez donc démarrage qui correspond à cette ligne-là. Hein, et ici, on voit exécution de ceci est une fonction. Donc je rappelle comment ça marche. Le microcontrôleur va exécuter dans l'ordre les instructions que je lui donne. Donc d'abord ça et ensuite l'appel de ma fonction. Et là, on va automatiquement basculer dans le sous-programme. Ceci est une fonction et exécuter dans l'ordre toutes les instructions qu'il y a entre ces deux accolades. Voilà, ici. Et puis, lorsqu'on a fini, on revient dans le programme principal. Et même, hop, je pourrais rajouter retour setup ici pour que ça soit bien clair. Je relance une nouvelle fois ma simulation. Hein, et vous voyez, donc démarrage. On passe dans le sous-programme ceci est une fonction. Une fois qu'on a fini, eh bien, on revient là où on s'en était arrêté du setup et on affiche la chaîne de caractères retour setup. Donc maintenant, je peux très bien, je peux créer autant de fonctions que je veux. Je peux en créer une deuxième. Voici une deuxième fonction. Hop, alors pas trop d'accolade comme ça. Et puis pareil, hein, je vais juste faire pour l'instant un affichage, exécution, deuxième fonction. Hop, comme ça. Et puis maintenant, eh bien, pour utiliser ma fonction, il faut que je l'appelle.
hein. Alors, chose importante en Arduino, vous ne pouvez pas appeler une fonction en dehors d'une autre fonction, hein. Par exemple, ce n'est pas possible, je ne peux pas appeler ma fonction ici parce qu'elle n'est pas dans une fonction. Si je lance le simulateur, vous allez voir que je vais avoir un message d'erreur. Donc, vous devez appeler votre fonction depuis une autre fonction. Au pire, au minimum, au moins, on va dire, dans setup ou dans loop. Ça, c'est important à signaler. Donc, par exemple, ici, je vais venir appeler ma deuxième fonction juste après ma première fonction. Je lance la simulation et normalement, eh bien, on voit démarrage. Alors, j'ai lancé 2 fois la simulation, excusez-moi. Démarrage ici, exécution de ma première fonction, exécution de ma deuxième fonction et retour ici dans mon setup. Voilà. Alors, les appels de fonctions, vous faites comme vous voulez, il n'y a pas de règle. Sauf si bien sûr vous suivez une recette, il faut respecter les étapes. Mais d'un point de vue programmation, je peux très bien appeler 2 fois ma fonction. Ceci est une fonction. Hop, ici, donc démarrage, exécution de ma première fonction, nouvelle exécution de ma première fonction et exécution de la deuxième fonction. Hein. Vous l'appelez dans l'ordre qui vous plaît. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là, du moment que ce n'est pas une recette, voilà, qu'il n'y a pas des étapes à suivre scrupuleusement. Vous voyez que maintenant, depuis démarrage, eh bien, c'est d'abord la deuxième fonction et ensuite 2 fois ma première fonction. Donc ici, on respecte bien l'ordre dans lequel on a appelé ma fonction. Donc je vais ici commenter cet appel ici pour la suite. Alors quelque chose d'intéressant, d'important, ce qu'on appelle la portée des variables. Depuis le début, vous avez vu, lorsque je crée des variables, souvent je viens les mettre ici tout en haut du programme avant setup. Hein, par exemple, je peux créer une variable de type entière qui s'appelle variable 1 qui va contenir la valeur numérique entière 10. Je les crée souvent ici. Et en fait, en les mettant à cet endroit, eh bien, je les définis avec une portée globale. Hop, global. C'est-à-dire que variable 1 est accessible depuis n'importe quelle fonction de mon programme. Par exemple, si je viens ici, je peux faire un serial print ln de variable 1. Donc, pas de guillemets ici. Ce que je veux, c'est la valeur contenue dans variable 1. Et vous allez voir, je lance ma simulation. Donc, j'accède bien à ma valeur qui est de 10. Je peux couper cette valeur et la mettre dans loop, par exemple. Ça ne pose toujours aucun problème. Alors 10 va s'afficher beaucoup de fois, puisque loop est appelé beaucoup de fois. Je peux la déplacer, la mettre ici. Vous allez voir que ça ne pose aucun problème. Hein, on a toujours 10 qui s'affiche. Hop, et ici, voilà, parce que variable 1 est globale. Elle est accessible depuis n'importe quel endroit du programme. Maintenant, je peux au contraire créer ce qu'on appelle des variables locales. Je vais me placer dans une fonction et par exemple créer variable 2 qui vaut 45 par exemple. Et cette fois-ci, variable 2 n'existe que dans ce bloc d'instruction. Et en fait, même n'existe que entre ici et ce bloc d'instruction. Hein. Donc, je peux demander l'affichage de variable 2. Ici, vous allez voir que ça ne pose pas de problème parce qu'au moment où je fais ici 45, hein, au moment où je fais mon appel à variable 2, eh bien variable 2 a été déclarée et initialisée juste avant, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, si je coupe cette ligne et que je souhaite accéder à variable 2 depuis une autre fonction, depuis un autre bloc d'instruction, eh bien vous allez voir que le compilateur ne va même pas me laisser faire tourner la simulation. Il va me mettre, alors c'est en tout petit, un message en anglais qui me dit que variable 2 n'a pas été déclarée dans ce bloc d'instruction, n'a pas la portée, n'existe pas dans cette portée. Vous voyez ?
Donc ici, variable 2 a une portée locale et n'existe que pour ce groupe, alors que entre ici et ici. Alors l'intérêt des variables locales, c'est que ça va souvent servir d'intermédiaire de calcul. Par exemple, vous allez faire un calcul compliqué, mais qui ne sert que dans cette fonction-là. À la fin, vous ne voulez pas récupérer cette valeur. Parce qu'il faut comprendre que créer de cette façon en local, eh bien, variable 2 est automatiquement détruite dès qu'on sort de la fonction. En tout cas en Arduino. Mais elle est créée. Lorsque j'appelle ceci est une fonction, on va créer une nouvelle variable en mémoire qui s'appelle variable 2. Et dès que j'ai fini la fonction, elle est automatiquement détruite. Alors que la variable globale, elle, existe tant que le programme tourne. Voilà. Donc, on peut s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, alors on peut enlever ça. On peut éventuellement créer une nouvelle variable 1 malgré qu'il y ait déjà une variable 1 qui existe et de portée globale. Donc ici, on est c'est une variable 1 est locale ici, puisque je la redéclare dans un bloc d'instructions. Alors voyons ce que ça donne. Et bien ici, donc exécution de ma deuxième fonction, c'est cette partie-là. Donc premier appel de serial println, on affiche 10 parce que ici on fait référence à la seule variable 1 qui existe, c'est la variable globale. Mais ici ensuite, je recrée une nouvelle variable locale qui est plus proche en fait, lorsque je fais cet appel-là, que la variable globale. Donc en fait, ici, on fait référence à cette variable-là, alors qu'ici, on fait référence à cette variable-là. Donc, vous voyez un petit peu la complication. Peut-être éviter de nommer les variables locales avec le même nom qu'une variable globale, parce que ça va être difficile à suivre, surtout que bon, des noms de variables, c'est facile à changer, vous rajoutez juste voilà, et ça suffit à les différencier, d'accord? Donc même si ça fonctionne d'un point de vue exécution du programme, peut-être voilà, éviter de donner les mêmes noms en local que en global. Alors note intéressante, c'est que on peut très bien, alors si j'enlève le mot-clé int ici et que donc j'enlève le local. Maintenant, variable 1 n'est plus créée, donc elle fait référence à la variable globale ici. Eh bien, dans le petit monde des développeurs, c'est pas du tout apprécié ce genre d'opération. D'abord, c'est pas du tout apprécié de travailler sur des variables globales et c'est vraiment banni, honni, détesté de modifier comme ça par cette affectation simple une variable globale dans une fonction. Pourquoi? Parce que ça crée ce qu'on appelle des effets de bord. Dans une programmation modulaire, on veut pouvoir remplacer n'importe quelle fonction par une autre fonction qui a les mêmes arguments et le même type de valeur retour. Alors ici, notre fonction est de type void, donc elle n'est pas censée renvoyer de valeur. Donc elle n'est pas censée modifier autre chose. Ici, elle modifie une variable globale. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de bord. Et ça, vraiment, on n'aime pas. Pourquoi? Parce qu'imaginez un programme complexe où chaque fonction se mettrait à changer elle-même ses variables globales pour son propre usage. Ou même dans des programmes avec du multitâche, on crée différents fils de traitement qui vont remodifier des variables globales. Au final, on ne sait plus du tout ce qui contient sa variable globale. Ça n'aurait plus aucun sens. Alors, attention, ça c'est vrai d'un point de vue programmation en général, programmation objet. Ici, on fait de l'Arduino. Le microcontrôleur est monotâche. Alors il y a bien une petite partie multitâche qu'on verra un peu plus tard dans nos vidéos, mais il n'y a qu'un seul programme qui s'exécute à la fois et on exécute les instructions séquentiellement, les unes après les autres. On ne peut pas appeler deux fonctions en même temps. On peut appeler une fonction dans une autre fonction, mais on ne peut pas appeler deux fonctions en même temps. Donc finalement, travailler avec
des variables globales, eh bien, c'est pas un mal si terrible que ça en Arduino. On pourrait être vraiment 100% objet, mais ça demanderait de créer les objets, de créer les bibliothèques, de créer les fichiers. Et finalement, mes variables globales, à quoi elles vont me servir? Eh bien, par exemple, je vais pouvoir définir des paramètres, des configurations de mon robot, par exemple la vitesse d'avance ou la vitesse de rotation de ma tourelle, ou tout simplement eh bien, des constantes mathématiques. 5, 9, voilà. Donc, aller perdre du temps pour créer des objets qui vont juste contenir quelques variables, il faut sous-peser le ratio, voilà, le rapport gain sur intérêt. Le fait de définir pi ici très facilement en variable globale, juste en une ligne, fait que maintenant très facilement je peux utiliser pi n'importe où dans mon programme sans me prendre la tête avec les objets, les passages d'arguments, les choses comme ça. Donc on va dire que exceptionnellement dans Arduino, on peut comprendre qu'on utilise les variables globales. C'est vraiment un gain de temps appréciable. Juste, bien sûr, il faut faire attention. Il ne faut pas modifier les choses n'importe comment. D'ailleurs, si pi, je veux le protéger, je ne veux pas qu'on puisse modifier pi. Si plus tard dans mon programme, je mets pi égale 4, eh bien, je fausse tous mes calculs mathématiques. Pour ça, il existe un mot-clé qui s'appelle const, qu'on va mettre devant une variable et qui la protège. À partir de maintenant, pi est en lecture seule, ne peut plus être modifié. Si je lance ma simulation, toc, et bien vous voyez que j'ai une erreur, donc en anglais, qui me dit que j'ai essayé de changer la valeur d'une variable en lecture seule. Donc ça, ce n'est plus possible. Deuxième mot-clé qui peut être intéressant, comme je vous l'ai dit ici, variable 2 est une variable locale qui est automatiquement détruite à la fin de l'exécution de ceci est une fonction. Alors, il peut être intéressant de garder la valeur précédente lors du passage précédent dans la fonction. Par exemple, si j'ai les données d'un capteur, je veux peut-être garder la valeur précédente dans ma fonction, tout simplement. Et puis, le coup d'après, je veux calculer une différence, peut-être. Alors, ici, écrit comme ça, valeur précédente est toujours une valeur temporaire, une valeur locale temporaire. Elle sera détruite à la fin de ma fonction. Sauf si j'ajoute juste devant le mot-clé statique, qui fait que maintenant, valeur précédente est éternelle et immortelle. Elle est créée une fois au début lorsqu'on exécute la fonction, et elle va persister en mémoire. Donc je vais pouvoir y stocker des choses et m'en servir au passage suivant. Si par exemple je vais stocker la valeur 50 dans valeur précédente, ici lorsque je vais rappeler ma fonction, eh bien je vais avoir 50 dans ma valeur précédente. Voilà, c'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça sans utiliser un vrai cas, mais voilà, bon, c'est toujours une histoire d'être complet. On verra si on utilise ou pas le mot-clé statique. Voilà, donc maintenant on va passer à un deuxième exemple. Alors pour ça, j'ai recréé une nouvelle simulation. J'ai enlevé tout le code qu'on a fait, puis je suis reparti du code initial avec ces deux lignes-là, simplement. Alors, ce qu'on a vu, donc là tout de suite, ce sont des exemples un petit peu pipeaux, entre guillemets. Voilà, c'est un peu des fonctions dans le vent. Peut-être on va revenir sur ce qu'on avait vu dans la partie théorie maintenant pour étudier les entrées et les sorties, donc les arguments et les valeurs retour de nos fonctions. Alors, on se souvient qu'on avait par exemple parlé de la fonction RDisk, qui nous permettait de calculer la surface d'un disque. Alors allons-y, créons cette fonction en direct, donc RDisk, qui prenait comme paramètre un nombre flottant que j'avais appelé diamètre. Et puis ici, on crée, alors pas void, mais float, une variable qui s'appelle R, et donc on voulait calculer directement la surface du disque. Donc diamètre divisé par 2.0 multiplié par
donc le rayon, hein, mais qu'on calcule par le diamètre divisé par 2. Donc je mets 2.0 ici pour m'assurer que c'est comptabilisé comme un flottant et pas comme un entier. Et normalement ici, alors je devrais faire ce qu'on appelle un cast, c'est-à-dire changer le type de ma variable diamètre en flottant, donc avec comme ceci, entre parenthèses, je mets le nouveau type. Alors c'est temporaire, hein, c'est que pour cette variable-là ici. Et puis bien sûr, il faut que le type soit compatible. On peut transformer un nombre entier en flottant juste en rajoutant virgule 0, mais par exemple, je ne pourrais pas transformer diamètre en chaîne de caractères. Alors, on ne va pas le mettre ici, c'est pas très grave, c'était juste une fois de plus pour être complet. Alors, d'abord, premier problème, pi, le programme ne sait pas trop ce que c'est pi, hein, il ne va pas être d'accord, il va dire pi n'a pas été déclaré. Hein. Donc, je vais me placer en variable globale et puis je vais définir pi une fois pour toutes. Plutôt que de taper 3,14 à chaque fois que j'en ai besoin, je crée une variable qui va stocker la valeur de pi. Alors, je ne pars pas avec 26 milliards de chiffres de précision, vous en mettez autant que peu vous en voulez et que peut contenir le type flottant, et je vais le déclarer en constante, hein, donc en lecture seule, qui fait que maintenant pi ne peut plus être modifié. C'est pi égale 3,14159 jusqu'à la fin du programme. Je ne peux plus le modifier. Et c'est ce que je veux. Je ne veux pas que mes calculs soient faux plus tard. Donc ici, on va calculer R, ouais, qui est pi fois diamètre sur 2 fois diamètre sur 2. Alors, on avait vu que écrit comme ça ne va pas être utile. Hein. Pourquoi? Parce qu'on voudrait utiliser R disque de cette façon. Par exemple, ici, je vais mettre un diamètre de 3 cm de diamètre. Et puis même, je voudrais, moi, voir ce que ça donne. Donc, je veux l'utiliser et l'appeler dans mon println. Hein. Je voudrais m'en servir comme ça. Je voudrais qu'on calcule. Hein, donc, je vous rappelle, on calcule d'abord ce qui est le plus imbriqué, ce qui est le plus dans les parenthèses. Donc, on évalue 3. Et 3, c'est 3. Ensuite, R disque. Hein, mais R disque, en fait, ici, il me retourne aucune valeur. Hein, donc, ça ne va pas me donner grand-chose. Si je fais démarrer la simulation, vous voyez que j'ai un problème. On me dit utilisation invalide d'une expression void. Donc, ça ne marche pas. Je ne peux pas m'en servir comme ça, en tout cas avec le type void. Donc, ce qu'on avait vu dans la théorie, eh bien, c'est que si je veux récupérer le contenu de mon calcul d'R, il me suffit tout simplement de taper le mot-clé return et ajouter la variable qui m'intéresse. Et maintenant, je ne peux plus utiliser le type void, je vais utiliser le type float parce que R est de type float. Et maintenant, vous allez voir au miracle que ça fonctionne. Tac, ici. Et le calcul est fait, donc arrondi à 2 chiffres après la virgule, 7,07. Et l'intérêt de tout ça, hein, j'ai rendu ma fonction générique, je peux calculer la surface de n'importe quel disque. Si maintenant je veux pour 5 cm, il me suffit de changer la valeur ici et automatiquement, eh bien, je vais calculer la nouvelle bonne valeur. C'est exactement cette fonction-là, cet appel ici, c'est exactement comme si moi j'avais écrit à la main 19.63. Ici, ce que fait le microcontrôleur, il calcule ça et remplace tout ça par la valeur calculée ici retournée dans R. Donc c'est exactement comme si à la main j'avais écrit 19,63. C'est aussi la même chose que voilà, si par exemple j'avais créé une nouvelle variable qui s'appelle surface, dans lequel eh bien, tout simplement je fais ce calcul-là. Alors je copie-colle pour aller vite, hein, bien sûr. Hop, donc 5,0, je remplace diamètre par 5,0. Hein. Eh bien c'est la même chose que si j'avais écrit demander d'afficher surface. À travers ce calcul-là, surface vaut bien 19,63, arrondi hein, bien sûr. Hein, et donc je demande le contenu de la variable surface qui contient 19,63. Donc
c'est bien ce qu'on demande. Et même, ce que je disais un petit peu dans la vidéo de théorie, eh bien, c'est que je peux faire un calcul dans l'appel d'une fonction. Un println, c'est une méthode, la méthode de l'objet serial, donc c'est une fonction, hein, sans problème. Ici, toc, voilà, je peux faire un calcul et vous allez voir qu'en lançant la simulation, eh bien, ces trois choses-là vont me donner exactement 4 fois le même résultat. Hein. Tout ça est équivalent, sauf qu'ici c'est écrit en dur, on dit, hein, dans le code. Si je veux le modifier, il faut que je fasse le calcul moi-même. Ici, eh bien pareil, 5 cm, il faut que je change. Ici aussi, ici. Voilà, l'intérêt c'est que maintenant, si je mets 3, eh bien le calcul est fait automatiquement pour moi, alors que vous voyez, les 3 autres valeurs sont fausses. Ouais. Voilà, vraiment, j'espère que avec cet exemple en live, vous voyez vraiment la force, l'intérêt des fonctions, donc notamment cet argument et puis la valeur en retour. Donc voilà, ici on utilise un seul paramètre, mais on avait vu qu'on peut en utiliser beaucoup plus. Revenons sur notre fonction faire la sauce. Voilà, c'était faire la sauce. Donc on avait dit qu'on ne souhaitait plus définir forcément une sauce à la sauce tomate, mais aux légumes. Donc je crée un argument légumes et puis on voulait tenir compte de la quantité, hein, la quantité de mini pizza qu'on souhaitait faire. Alors voilà, ça va être un petit peu difficile à lire tout ça parce que ça va être un petit peu long. Voilà. Alors bien sûr, là, je fais juste de l'affichage. On ne fait pas vraiment la recette de cuisine. Hein. Donc, c'était quoi la première instruction? C'était couper. Alors, couper les. Toc. Hop, ici. On va afficher le contenu de légumes. Donc tout ça, voilà, là c'est un petit peu, c'est pas très intéressant. C'est je mets en forme pour que ça soit un peu propre dans le moniteur série. Et puis, ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait des proportions en fonction de mes quantités. Donc, je vais faire mon calcul. Je vais faire un flottant qui s'appelait proportion. Hop, ici, équivalait donc quantité divisé par 5. Hein, on voulait une proportionnalité par rapport à 5, les quantités pour 5 mini pizzas. Et puis ici, donc on va continuer l'affichage. Et puis tout simplement, on va mettre proportion fois. Hop, ici, on va enlever le ln hein, pour que ça soit sur la même ligne. Et puis, on va afficher proportion. Voilà, quelque chose comme ça. Hein. On ne fait pas vraiment toute la recette, donc ça suffira. Donc maintenant, il faut que j'appelle ma fonction faire la sauce. Donc, toujours pareil, hein, faire la sauce. Il faut que je maintenant donne mes paramètres. Donc, je vais mettre tomate, virgule 5. Hein, donc j'ai donné les deux arguments demandés ici et ici. Je respecte le type, chaîne de caractères string et entier int. Voilà. Et puis faire la sauce comme ça, alors ça va marcher, mais on ne va pas voir grand chose. Ah si, oui, non, si ça suffit puisque je fais les affichages directement dans la fonction. Alors allons-y, lançons notre simulation si tout est en ordre. Oui, ça a l'air. Et ici, on voit donc l'affichage de la surface. Et puis ici, on va couper les tomates en multipliant les proportions par 1. Je peux même rajouter un petit espace ici pour que ça soit plus joli. L'intérêt de tout ça, je vous l'ai dit, eh bien, c'est que si maintenant je ne veux plus faire une sauce, une sauce de tomates, non, un petit peu trop vite, mais de carottes, il me suffit de changer les paramètres ici et vous allez voir qu'automatiquement, grâce aux paramètres d'entrée, eh bien, je vais couper les carottes en multipliant les proportions par 2.
Alors, dernière chose que je veux voir dans cette sous-partie avec vous, eh bien, c'est ce que je disais ici, le nombre d'arguments permet de différencier les fonctions. Si maintenant je crée une nouvelle fonction qui s'appelle faire la sauce, mais qui n'a qu'un seul argument, eh bien, vous allez voir que ça ne pose absolument pas problème, hein. Alors ici, on va mettre faire la sauce, un seul argument, parenthèse, ça comme ça, hop, ici, hein. Et maintenant, ce sont vraiment, je vous le dis, hein, deux fonctions complètement différentes, complètement indépendantes, même si elles ont le même nom. On les différencie par leur nombre d'arguments. Si ici, je viens faire la sauce, mais cette fois de tomate, avec un seul argument, si je lance le simulateur, vous allez voir que ça ne pose absolument aucun problème. On va couper les carottes en multipliant par 2 les proportions. Donc ça, c'est cet appel ici. Et puis, on appelle ensuite faire la sauce avec un seul argument. Alors oui, mais vous ne me le dites pas aussi. Voilà, hop, un seul argument, je n'avais pas vu. Donc on relance pour effacer tout ça. Toc. Et donc c'est cette fonction-là qui est appelée, vous voyez. Hein. Alors, dernière petite chose concernant cette fonction RDisk, on peut l'améliorer, on peut l'optimiser. Alors, comment faire? D'abord, je vais la dupliquer ici, et puis RDisk, on va l'appeler opti, pourquoi pas. Hein. Alors, comment on peut améliorer cette fonction? D'abord, on s'aperçoit qu'on réalise ce calcul 2 fois. Diamètre sur 2, et ici, diamètre sur 2 une fois de plus. Donc, c'est un petit peu gaspiller un calcul pour refaire. On l'a déjà fait une fois, on voudrait réutiliser ce résultat ici. Alors, tout simplement pour ça, eh bien, je vais créer une fonction, une variable, pardon, comme ça, où je fais mon calcul une fois, je le stocke dans rayon, et tout simplement, ici, je vais multiplier rayon par lui-même pour avoir le carré. Vous voyez ici que j'évite un calcul. Alors vous allez me dire, oui, bon, c'est pas un calcul très compliqué, on ne perd pas beaucoup de temps. Oui, mais il faut imaginer que dans un programme plus complexe, eh bien, c'est l'accumulation de tous ces petits gains, en fait, de toutes ces petites optimisations qui va faire que votre programme va être réactif. Il ne va pas mettre 2 heures à réagir. Alors, autre chose, ici, comment on peut optimiser? On s'aperçoit que R ne sert absolument pas dans le reste de la fonction. On l'utilise juste pour stocker cette valeur et puis on la retourne. Mais je ne m'en sers pas. Donc en fait, je peux m'en passer. Je peux tout simplement couper ici et retourner directement le calcul ici, ce qui m'évite d'utiliser cette variable temporaire R qui ne sert absolument à rien. Et voilà. Donc là, ma fonction est un petit peu plus optimisée en termes d'opération et en termes de mémoire. J'utilise vraiment que ce dont j'ai besoin. Voilà. Donc ça ne pose absolument aucun problème de retourner le calcul, calcul dans une fonction. Toujours, je le rappelle, le microcontrôleur va d'abord évaluer cette expression qui va nous donner un résultat numérique de type flottant et retourner cette valeur une fois qu'elle est calculée. Voilà. Donc je ne peux pas tout vous montrer l'utilisation des fonctions. Maintenant, c'est suivant les situations que vous allez rencontrer. Ce qu'on va faire quand même, c'est peut-être un exemple un petit peu plus concret sur l'intérêt vraiment des fonctions. Là, c'est un peu, toujours une fois de plus, pipeau. On fait de la cuisine sans vraiment faire de la cuisine. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de calculer les racines d'un polynôme du 2e degré, une équation du second degré, on dit. Voilà. Donc tout de suite, on va se créer une nouvelle simulation.
Hop, donc la magie du montage, moi j'ai déjà créé ma nouvelle simulation. Alors faites pause, hein, bien sûr, prenez le temps de repartir du début, toujours avec notre setup, le serial initiation du du moniteur série, pardon, et puis notre fonction loop. Donc je disais, on va essayer de faire une vraie utilisation des fonctions. On va voir en quoi ça peut nous faire gagner beaucoup de temps et optimiser notre programme. Je vous propose tout simplement de calculer les racines d'une équation du second degré. Alors, si vous vous en souvenez, c'est très bien. Si vous vous en souvenez plus, c'est pas très grave, hein, puisque on va pas vraiment faire des maths. Une fois de plus, c'est un prétexte pour faire des applications dans le simulateur. Alors, on souhaite en fait résoudre des équations donc de type ax carré plus bx plus c égale 0. Hein. Donc a, b, c, ce sont trois réels et x, une variable inconnue. Et on cherche toutes les valeurs de x qui, telles que, eh bien, on va faire a avec ce x au carré plus b fois ce x plus c, on va obtenir 0. Hein. Alors, ici, la recette est facile, elle nous est donnée par les mathématiciens. Comment on procède? On va d'abord calculer ce qu'on appelle le discriminant. Hein. Alors ici, bien, le calcul, les maths nous disent que c'est tout simplement b au carré moins 4ac. Donc b au carré, que je vais simplifier par b fois b, moins 4 fois a fois c. Une fois qu'on a calculé cette valeur de discriminant, eh bien, selon son signe, on va avoir deux solutions, une solution ou zéro solution. Hein. Donc, comment on fait dans notre programme? Tout simplement, on va tester le signe de notre discriminant. Si, par exemple, le discriminant est strictement positif, strictement supérieur à 0, eh bien, les maths nous disent qu'on a deux solutions réelles. Oui. Alors, on va les calculer dans un premier temps. On va appeler ça x1. Alors, x1 qui est égal à moins b moins racine de ce discriminant sur 2a. Donc, moins b fois... Alors, la racine carrée en Arduino, ça s'écrit SQRT. C'est une fonction donc, qui vient de l'anglais square root, donc racine carrée, littéralement, qui me donne, comme son nom l'indique, qui me retourne hein, la racine carrée de l'argument que j'ai mis entre les parenthèses de ma fonction SQRT. Donc discriminant ici, moins b moins racine du discriminant, divisé par 2a. Alors, on a des soucis de priorité de calcul, donc je vais mettre des parenthèses ici, comme ça, bien sûr, je n'oublie pas ici, donc on dit que c'est le cas où on a deux solutions réelles, voilà, toc, et la deuxième solution, x2, eh bien c'est exactement la même chose. Alors ici, c'est pas un multiplié, c'est un moins, excusez-moi. Et ici, c'est un plus. Voilà. Donc tout simplement, deux solutions réelles, x1 et x2. Moins b moins racine carrée du discriminant divisé par 2a. Et moins b plus racine carrée du discriminant divisé par 2a. Donc on va afficher nos petites valeurs ici. Donc serial.print ln et il y a, alors chaîne de caractères, il y a deux solutions, toc, comme ça. Alors c'est pas ça que je, voilà, c'est celui-là que je cherchais. Et puis ici on va tout simplement afficher x1 et ici x2. Voilà, donc ça c'est le premier cas, le discriminant est strictement positif. Alors, il y a le cas où le discriminant vaut 0. Donc
si le discriminant vaut 0. Alors bien sûr, en informatique, ça peut poser des problèmes. Il faut que ça soit strictement égal à 0, mais on peut avoir en fait des soucis d'arrondi. Je vous avais peut-être expliqué qu'on ne peut pas écrire tous les nombres en binaire. On ne peut pas écrire tous les nombres décimaux en binaire, à moins d'avoir une mémoire infinie, ce qui n'est pas le cas. Donc on peut parfois avoir des erreurs d'arrondi, donc ça peut être un défaut dans notre algorithme. Mais bon, ici on va dire que tout fonctionne très bien. Les mathématiciens nous disent que si le discriminant est égal à 0, eh bien on a une seule solution. Alors ils disent qu'il y a une racine double, mais bon au final ça revient un petit peu au même. On va l'appeler x0 ici. Et la solution tout simplement à x0, donc lorsque le discriminant est nul, c'est tout simplement moins b divisé par donc 2a. Alors mes parenthèses ne se sont pas mis dans le sens escompté, voilà, ici. Et puis on recommence notre affichage. Il n'y a... Alors oui, hop, qu'une seule solution. Tac, ici. x0, tout simplement, voilà. Et puis, il ne reste plus qu'un cas possible, soit le discriminant est strictement supérieur à 0, soit il est égal à 0, soit il est nul. Et dans ce cas-là, eh bien, il n'y a pas de solution, réelle. En vérité, il y a deux solutions qui sont dans le corps des complexes, mais on ne va pas traiter ça ici, ce n'est pas l'intérêt. On va tout simplement dire qu'il n'y a pas de solution réelle. Toc, toc, et voilà. Alors, qu'est-ce qui manque ici? Regardons notre petit programme. On voit tout de suite que ici, on ne va pas être d'accord le programme parce qu'on va utiliser x5 qu'on n'a pas déclaré. Donc, il faut qu'on le fasse ici en rajoutant le mot-clé float devant chacune de mes trois variables. Autre chose aussi où le programme ne va pas être d'accord, c'est qu'il ne connaît absolument pas B, ni A, ni C. Donc, je vais être obligé de les créer. Donc, float A, float B et float C. Type flottant, puisque A, B, C sont des réels, peuvent avoir n'importe quelle valeur avec des virgules. Alors, ici, je vais mettre des valeurs, par exemple, pas à cet endroit-là, non, ici, 1, 2 et 1. Voilà, comme ça, est-ce que tout est bon? Discriminant est déclaré? Oui, 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 oui. Écoutez, on va essayer comme ça et puis on verra si on a des bugs de compilation. Allons-y. Il faut ouvrir le moniteur série, bien sûr. Hop, et voilà. Alors, ce que nous dit le programme, eh bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution qui est x0 égale moins 1. Donc, avec les valeurs de ABC que j'ai mis ici, on se trouve dans ce cas de figure. Voilà. Alors, chose aussi importante que je dois vous dire depuis quelques vidéos maintenant, faites très attention à la casse de vos objets. C'est-à-dire, est-ce que vous avez utilisé une majuscule ou une minuscule? Même si pour nous, êtres humains, par exemple, si je crée une nouvelle variable qui s'appelle A, qui vaut 2, par exemple, même si pour nous, êtres humains, c'est pratiquement la même lettre, d'un point de vue informatique, ce sont deux variables complètement différentes. Le fait d'utiliser des minuscules ou des majuscules change complètement la variable. Donc faites très attention, si par exemple ici je mets un D majuscule, ce n'est pas la même chose que discriminant avec un D minuscule. Donc voilà, faites très attention, notamment en serial, vous voyez que c'est un S majuscule, si vous mettez un S minuscule, ça ne va pas
bien fonctionner. Hein. Donc vraiment, respectez scrupuleusement ça. Hein. Je tape pas les choses au hasard. Enfin, normalement, j'essaye d'éviter. Mais il n'y a que dans les chaînes de caractères où ça n'a aucune importance. Parce que ça, c'est pas traité comme du code. Hein. C'est traité comme des caractères les uns à la suite des autres. Vous pouvez mettre ce que vous voulez pratiquement. Mais attention, attention. Par exemple, voilà, hein, j'insiste, si je mets x1 et petit x1, ce n'est pas du tout la même chose. Voilà, revenons à notre programme. On voit que cela fonctionne. Alors, imaginons que je fais une application Arduino d'électronique et à un moment donné, je fais différents réglages, donc où je donne les valeurs ABC et j'ai besoin de trouver pour quelle valeur de X on va pouvoir résoudre cette équation. Et plus tard, dans mon programme, je change les paramètres, je change le comportement du programme et j'ai besoin à nouveau de recalculer la valeur de x qui permet d'obtenir cette équation, de permettre de résoudre cette équation. La seule possibilité que j'ai là pour l'instant, eh bien, c'est de copier ce texte, ce code, et de le réécrire ici. Et en gros, de refaire tout ce que je viens de faire. Alors, la seule différence, c'est que discriminant maintenant a été déclaré ici, donc j'ai plus besoin de le faire. Et puis, voilà, je vais devoir à nouveau donner des nouvelles valeurs A, B et C, ici, et je relance le programme, et normalement, ça devrait fonctionner. Donc la première fois, il n'y a toujours qu'une seule solution, et la deuxième fois, j'ai deux solutions réelles, 2,73 et moins 2,98. Et si jamais j'ai besoin une troisième fois de recalculer pour ne serait-ce n'importe quelle raison à nouveau les valeurs de x qui correspondent à ces valeurs-là, eh bien vous voyez que je dois recopier, recoller mon texte ici. Alors, en gros, j'ai recopié trois fois la même chose. Alors, bien sûr, on est dans une vidéo dans les fonctions, on en a parlé suffisamment, donc vous le criez peut-être depuis tout à l'heure, haut et fort, mais donc ça dans une fonction. Oui, c'est ce qu'on va faire, ne vous inquiétez pas, on va coller tout ça dans une fonction. Donc, je prends tout le code qui m'intéresse, et ici, par exemple, après loop, je vais créer pour l'instant une fonction type void que je vais appeler poly2. Hop, comme ça. Et je colle le code que je veux réutiliser plusieurs fois. Vous voyez ici que le gain est important puisque il y a beaucoup de lignes qui vont se répéter inutilement. Donc du coup, tout ça, eh bien, je peux le supprimer ici. Ouais. Hop. Et il me suffit maintenant d'appeler poly2 comme ceci. Tac. Et ça ne va pas marcher, bien sûr. Pourquoi? Parce que A, B et C n'existent pas dans le bloc d'instruction de poly2. Ici, vous vous souvenez, eh bien, A, B et C, ce sont des variables locales. Je ne les ai pas définies en global ici. Ici, elles sont locales, j'insiste. Donc, elles n'existent que pour ce bloc d'instruction et elles ne sont pas transmises à la fonction poly2. Pour ça, eh bien, tout simplement, il me suffit de les placer en argument de ma fonction. Toc, comme ça. Et bien sûr, j'efface ça puisque maintenant, A, B, C vont m'être donnés par l'appel à ma fonction poly2. Donc ici, tout simplement, il me suffit de mettre A, B, C parce que, attention, A, B, C ici font référence à ces trois variables locales, alors qu'ici, A, B et C font référence à ces trois variables locales à ce bloc d'instruction. Ce sont d'autres variables
temporaires qui sont créées uniquement disponibles pour ma fonction poly2, alors qu'ici ce sont ces variables. Hein, on s'en mêle un petit peu les pinceaux au début, mais vous allez voir, c'est très facile à utiliser. Hein, donc pour plus de simplicité, je vais tout simplement modifier directement mes valeurs ici dans mon appel de fonction. Alors, qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Ah oui, j'ai oublié de recalculer mon discriminant, de déclarer tout simplement mon discriminant. Et maintenant, allons-y. Toc, et vous voyez que ça fonctionne très bien. Maintenant, je peux mettre absolument n'importe quelle valeur. Ici, alors des valeurs réelles, hein, des valeurs toc, et vous voyez qu'automatiquement, hein, j'ai écrit en fait ma fonction poly2 une seule fois, c'est stocké une seule fois en mémoire, et je peux l'appeler autant de fois que je veux. Hop, avec les valeurs que je veux, ça ne pose absolument pas de problème. Et ça me simplifie la vie. Vous voyez ici, donc on a les 3 cas, une seule solution, 2 solutions et 0 solution réelle ici. Donc vous imaginez dans un programme un peu complexe, voilà, faire ce calcul une seule fois, eh bien c'est vraiment du gain de mémoire et du gain de temps pour vous. Parce que si maintenant je veux changer quelque chose dans ma fonction poly2, je le fais une fois ici et ça va automatiquement se répercuter à chaque fois que je vais appeler poly2. Tout simplement. Alors la seule chose qui nous reste à voir ici, eh bien, comme vous pouvez le constater, ici on ne retourne pas de valeur. C'est-à-dire que les calculs que je fais x1, x2 et x0 sont locaux à ma fonction poly2 et sont donc perdus dès que je sors de la fonction. Je ne peux pas utiliser x1, x2, x0 ailleurs dans mon programme. Pour ça, il faudrait que je puisse retourner ces 3 valeurs. Donc, dans l'absolu, on peut mettre un float comme ça, mais je vous ai dit qu'il n'est pas possible de retourner plus d'une valeur. Je ne peux pas faire return de x0, x1 et x2. Ce n'est pas possible. Je peux faire x0, x1 ou x2, mais pas les 3 en même temps. Alors contrairement à ce que j'avais dit dans la vidéo sur la théorie, la première partie, en fait, il n'est pas possible en Arduino de retourner un tableau. Ça ne marche pas tout simplement. Voilà, je ne m'étends pas sur le sujet. Par contre, eh bien peut-être on peut finir cette vidéo sur un exemple de passage par référence, hein, puisque j'en parle et on voit ça tout de suite. On va bien lancer une nouvelle simulation. Alors voilà, hein, magie du montage. Moi j'ai déjà une nouvelle simulation prête à l'emploi. N'hésitez pas à faire pause le temps, vous aussi, d'en faire une si vous faites les simulations. Donc voilà, juste, on va finir cette vidéo avec un exemple de passage par référence. Hein. J'en parle, mais autant vous montrer concrètement de quoi il est question. Alors d'abord, on va faire une fonction classique que je vais appeler fonction 1 qui prend comme argument un entier que je vais appeler dec, pourquoi pas, ici. Et en fait, on fait ici un passage par valeur. C'est-à-dire qu'on crée une variable temporaire qui s'appelle dec et qui va stocker ici la valeur que je vais mettre en argument. Ici 34 est copié dans dec et si je fais dec égale 22, c'est comme si, peu importe ce que j'avais mis ici. Voilà. Donc ça c'est le passage par valeur le plus, pas le plus utilisé, mais ce qu'on a vu en premier. Et maintenant le passage par référence, donc je vais créer une deuxième fonction, je vais changer son petit nom. Et vous voyez devant le nom de l'argument de ma variable, je vais rajouter une esperluette, un et commercial comme ça. Et à ce moment-là, je fais un passage par référence. Alors qu'est-ce que ça change? Eh bien, ici, dec n'est plus une variable temporaire, c'est directement
la quantité que j'ai mis ici entre parenthèses qui va être modifiée. Alors si je laisse 34, ça n'a pas grand intérêt. On va créer une fonction qui s'appelle, je ne sais pas, ASDF par exemple, qui vaut 676. Et je vais la placer ici en argument. Et je vais faire de même, je vais appeler ma fonction 2 et on va voir la différence de comportement. Donc ici, ASDF est stocké dans une variable temporaire qui s'appelle DEC. Et ici, je modifie DEC. Alors que dans fonction 2, je fais un passage par référence et ASDF n'est pas copié dans DEC, c'est ASDF directement en fait, DEC. Donc ici, je modifie DEC, donc je modifie ASDF également. Voyons ce que ça donne à l'affichage pour que ça soit bien clair. Donc je vais demander l'affichage de ASDF une première fois, alors même 3 fois. Ici, juste avant fonction 1, juste après fonction 1 et juste après fonction 2. Allons-y, on lance la simulation, voyons ce que ça nous donne. Alors, donc premier affichage ici, on demande ASDF qui vaut 676, rien de surprenant. Fonction 1, donc on a ASDF en argument, mais c'est un passage par valeur, donc ASDF est copié dans DEC, dans la variable temporaire DEC, je modifie DEC, mais arrivé ici, eh bien DEC est tout simplement mis à la poubelle. Et voilà, il ne se passe rien pour ASDF parce que je n'ai pas écrit ASDF égale 22 ici. Donc c'est ce qu'on voit juste après fonction 1. ASDF vaut toujours 676. Maintenant la fonction 2, passage par référence, c'est ASDF qui est directement modifié ici, ce n'est pas une variable temporaire, c'est directement ASDF. Et donc, c'est comme si j'avais écrit ASDF égale 22 ici. Et donc, c'est pour ça que mon troisième println, ASDF vaut 22. Ouais, tout simplement. Alors, c'est plus simple que ce qu'on peut croire. Pourquoi je vous montre ça? Eh bien, c'est pas pour vous embrouiller. Au contraire, c'est, vous verrez, dans les bibliothèques que fournissent les constructeurs pour le matériel, eh bien, des fois, bien souvent, ils vont utiliser des passages par référence. Donc, c'est surtout pour pas que vous soyez surpris en voyant ce petit « et » dans les définitions des fonctions, si jamais vous allez un petit peu voir ce qui se passe dans les bibliothèques. Mais pour vous, ça ne change rien. Vous voyez ici que j'utilise fonction 2 exactement de la même manière que fonction 1. Seulement, je sais que fonction 2, c'est un passage par référence, donc je fais attention, ASDF peut être potentiellement modifié dans cette fonction. Voilà pour le passage par référence. On va arrêter la vidéo ici. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les fonctions et la vidéo est déjà assez longue. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie où on va essayer de mettre ça en œuvre dans une application concrète pour Arduino. Ciao, à très bientôt.